Frères, chers amis, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité pour parler des recommandations tunisiennes concernant la prise en charge de l'hépatite B et notamment l'hépatite B chronique. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos invités. Comme vous le savez, l'hépatite B reste un problème de santé publique mondiale. Elle revêt plusieurs tableaux cliniques et récemment, elle a bénéficié des progrès de la virologie et de la prise en charge qui reste quand même multidisciplinaire. Nous avons pensé, au vu des dernières guidelines, essayer de revoir un peu les recommandations tunisiennes qui datent déjà d'une dizaine d'années. C'est un travail qui nous a pris pas mal de temps, mais finalement, on a pu mettre à jour ces recommandations tunisiennes qui sont très optimistes. L'OMS estime qu'il y a environ 300 millions de personnes qui sont atteintes d'hépatite B chronique avec une mortalité conséquente par cirrhose ou carcinome hépatocellulaire. Et le problème, c'est que seuls 10% de ces personnes seraient au courant de leur pathologie. L'OMS encourage tous les pays, en particulier les pays en voie de développement, pour vacciner les enfants, seul moyen qui a démontré une certaine efficacité dans la diminution de la prévalence de cette maladie. Toutefois, la Tunisie est considérée actuellement comme un pays ayant une séroprévalence haute intermédiaire, disons, avec dans les études tunisiennes une prévalence autour de 6% environ. Si joint le cycle réplicatif du virus de l'hépatite B que vous connaissez, et le problème de l'hépatite B, en fait, reste toujours cet ADN circulaire. Il y a très peu de données de molécules qui soient actives, pour ne pas dire aucune molécule n'est actuellement capable de guérir les malades de leur hépatite B. L'hépatite B chronique est actuellement, depuis 2017, depuis les dernières réunions de l'ISL en 2017, a établi les différentes phases dans l'évolution de l'hépatite B chronique avec une nouvelle terminologie. On distingue l'hépatite chronique antigène HPE positive et l'hépatite B chronique antigène HPE négative avec des niveaux de charge virale qui sont différents, mais avec des transaminases élevées dans les deux cas et une activité ou une fibrose qui sont modérées à sévères. Ça permet d'aider dans la prise en charge des malades et d'indiquer au moins le début du traitement. Comment on a travaillé? On a constitué des groupes de travail avec pour chaque groupe des objectifs, une revue de la littérature. Nous nous sommes réunis pratiquement tous les mois pour discuter de l'état d'avancement des différentes rubriques de la maladie. Ensuite, il y a eu une rédaction par chaque groupe de travail des recommandations et enfin un séminaire a été organisé avec une lecture finale des différentes recommandations avant la publication de celle-ci. En Tunisie, je disais donc que la prévalence est autour de 6%, même si une étude relativement récente en 2015-2016 par l'Observatoire national maladie émergente estime cette prévalence autour de 1,7%. En Tunisie, c'est le génotype D qui prédomine, avec un gradient nord-sud, l'hépatite C étant plus au nord, l'hépatite B au sud, et même des disparités en fonction de la population étudiée. Avant de commencer le traitement d'un patient ayant une hépatite B, il y a un bilan virologique indispensable qui comporte la détermination de l'antigène HPE, des anticorps anti-HPE, la charge virale du virus B par PCR en temps réel, et il faut rechercher les différentes co-infections par le virus de l'hépatite delta, de l'hépatite C et du VIH. Dans la prise en charge de malades,
le génotype n'intervient pas dans les indications thérapeutiques. Le bilan hépatique repose sur la détermination des transaminases, notamment les alates, la bilirubine, les gamma-GT, les phosphatases alcalines, l'albuminémie. Parallèlement, il faut rechercher des signes d'insuffisance hépatocellulaire, rechercher s'il y a une thrombopénie associée, rechercher ou doser l'alpha-fétoprotéine. L'imagerie hépatique est indispensable à la recherche de lésions hépatiques, pour rechercher également des signes d'hypertension portale. Et cette échographie abdominale est très souvent couplée à une fibroscopie à la recherche de varices œsophagiennes. L'évaluation de la fibrose, bien entendu, est indispensable pour l'indication thérapeutique. On fait appel de plus en plus à des méthodes non invasives, le FibroScan notamment, qui est disponible en Tunisie. Sinon, eh bien, le fibrotest et le fibromètre peuvent également aider dans la prise en charge de ces malades, avec quand même un risque de sous-estimation de la fibrose par ces deux techniques. Il faut savoir que la limite de ces techniques non invasives de fibrose reste la cytolyse élevée, puisqu'on peut avoir une fausse estimation de celle-ci. En tout cas, lorsqu'il y a une discordance clinico-virologique, il ne faut pas hésiter à déterminer cette fibrose, à évaluer cette fibrose par la fonction biopsie hépatique en dehors de ces contre-indications, bien entendu. En 2015, on a l'ISL et également les sociétés sud-américaines d'hépatologie ont revu un peu l'intérêt du FibroScan dans la prise en charge de ces malades et ont établi certaines recommandations. Et on voit que lorsque il y a une augmentation de du degré d'élasticité, eh bien, c'est une indication thérapeutique, tout en screenant de façon systématique la présence ou non d'un carcinome hépatocellulaire. Lorsque les transaminases sont normales avec une fibrose qui est minime, c'est une surveillance. L'objectif du traitement d'un patient ayant une hépatite B chronique, c'est en fait la perte de l'antigène HBS, idéalement, avec ou sans séroconversion HBS. Celle-ci n'est pas indispensable. Avec une suppression de la réplication du virus B. Chez les malades ayant une hépatite B chronique antigène HBE positif, la séroconversion est également importante à considérer. Parallèlement, on s'attend à une normalisation également du bilan hépatique, notamment les alates. Chez les malades qui ne sont pas traités, il y a une surveillance actuellement à mettre en place. Elle est basée sur la détermination des transaminases, notamment les alates, l'ADN du VHP tous les 3 mois la première année, puis chez les malades qui sont antigènes HPE négatifs avec un anticorps quantitatif annuel, la surveillance est biannuelle ou annuelle, tout dépend des circonstances. Et lorsque l'antigène HBS quantitatif est supérieur à 1000, c'est tous les 3 ans, et tous les ans s'il est inférieur à 1000. Ceci peut aider dans la détermination de la probabilité de la perte spontanée de l'antigène HBS. Chez les malades antigènes HBE positifs non traités, la surveillance est basée sur les antigènes HBE et l'anticorps anti-HBE tous les 6 mois. Par contre, chez les malades n'ayant pas l'antigène HBE, il faut contrôler la fibrose tous les 3 ans. Quelles sont les indications thérapeutiques? Le traitement est indiqué en cas d'hépatite chronique antigène HBE positif avec un ADN viral au-delà de 2000 unités par millilitre, des transaminases anormalement élevées et une fibrose égale au moins à 1. Le traitement est indiqué et détectable indépendamment du niveau charge et du taux des transaminases.
En cas d'augmentation de l'ADN viral au-delà de 20 000 avec unité internationale supérieure à 2 fois la, et chez les patients de plus de 30 ans, en cas de présence d'antigènes HBE avec des alertes constamment normales. Chez les malades ayant un antigène HBE négatif et un ADN viral au-delà de 2000 unités internationales par millimètre, en cas de cytolyse au-delà de 2 fois la normale, lorsqu'il y a une fibrose conséquente et lorsque à la ponction biopsie hépatique, il y a au moins une inflammation et une fibrose au-delà de 2. Le traitement peut commencer par l'interféron pégylé, et on utilise dans ce cas l'interféron pégylé alpha 2A. La durée standard du traitement par interféron pégylé est de 48 semaines. Toutefois, il faut surveiller la réponse virologique. Tout d'abord à S12. Si la réponse virologique à S12 n'est pas satisfaisante, à ce moment-là, il faut arrêter l'interféron pégylé. C'est-à-dire que si l'ADN est présent à un taux élevé, s'il y a une virémie qui est persistante, à ce moment-là, on doit arrêter le traitement car le malade ne va pas répondre à l'interféron. Chez les malades qui ont une hépatite chronique B antigène HBE positif, la perte de celui-ci avec des transaminases normales et un ADN viral inférieur à 2000 définit une bonne tolérance à l'interféron qui peut être à l'origine d'un arrêt thérapeutique. En dehors de l'interféron, actuellement, on met les malades de plus en plus sous analogues. Il y a 2 types d'analogues, les analogues nucléosidiques et les analogues nucléotidiques. Certains analogues ont une haute barrière génétique, d'autres ont malheureusement une barrière génétique qui n'est pas élevée, dont la mivudine. Nous avons en Tunisie la mivudine, nous avons également l'entecavir, qui est un analogue à haute barrière génétique, et nous avons comme analogue nucléotidique le tenofovir disoproxyl fumarate. On n'a pas le tenofovir à la phénamide. Les posologies usuelles, on les connaît, c'est pour la mivudine 150 mg par jour. Pour l'entecavir, tout dépend chez les malades naïfs et les malades qui ont une cirrhose compensée, c'est 0,5 mg par jour. Et chez les malades qui expriment une résistance à la lamivudine et les malades qui ont une cirrhose décompensée, c'est 1 mg par jour. Le tenofovir est utilisé à la posologie de 275 mg par jour. Quel est le taux de réponse aux analogues? Tout d'abord, il faut préciser que le taux de résistance est faible pour l'entecavir, il est de moins de 1%, et qu'il n'y a pas de résistance pour le tenofovir, que ce soit dans sa forme disoproxyl ou le tenofovir à la phénamide, celui-ci après une utilisation de 3 ans. La réponse est variable en cas d'antigène, en cas de présence de l'antigène HBE. La séroconversion HBE se voit dans 40% des cas et la séroconversion ou la perte de l'antigène HBS dans 10% des cas. Chez les malades qui sont antigènes HBE négatifs, la perte de l'antigène HBS est beaucoup plus faible. Elle se voit environ chez 1% des patients, et ceci après une durée de traitement de 8 ans environ. Comment surveiller les malades sous analogues? Il y a une surveillance tout d'abord virologique, c'est la première à survenir. À 3 mois, il faut s'attendre à une baisse de la charge virale de plus d'un log pour parler d'une réponse virologique primaire satisfaisante. La réponse est dite non primaire lorsqu'il y a une baisse de la charge virale de moins d'un log 10, unité internationale par millilitre. Dans tous les cas, elle est considérée comme complète si à 1 an de traitement, l'ADN est indétectable. Elle est partielle si au contraire la baisse de la charge virale est supérieure à 1 log, alors qu'il y a toujours de l'ADN qui est détecté chez le malade. C'est la première réponse chronologiquement
à survenir. Sinon, après, il y a une normalisation des transaminases, donc c'est la surveillance biochimique, il faut surveiller les transaminases. L'activité nécrotico-inflammatoire peut diminuer, mais il faut du temps, il faut au moins 1 à 3 ans pour assister à une amélioration histologique. Et puis, le dernier élément, c'est la sérologie. Pour l'antigène HBS, il faut surveiller les anticorps, l'apparition de l'anticorps anti-HBS, pardon, tous les 6 mois en cas de perte de l'antigène HBS. Chez les malades qui ont une hépatite chronique antigène HBE positif, c'est la séroconversion HBE qu'il faut surveiller. Et chez les malades qui sont antigènes HBE négatifs, il faut surveiller l'antigène HBS et détecter éventuellement une séroconversion HBS. Il faut, dans tous les cas, s'enquérir de la compliance au traitement et donc évaluer l'observance pour détecter l'apparition de résistance, l'apparition d'échappement virologique ou même d'échecs thérapeutiques. Heureusement que ceci n'est pas très fréquent. Il faut également surveiller la tolérance sous anticavir et notamment l'acidose lactique. Et chez les malades qui sont sous ténophobie, surveiller la fonction rénale. Le ténophobie est contre-indiqué chez les malades qui ont une clearance inférieure à 50 ou 60 millilitres par minute et surveiller l'apparition d'une déminéralisation osseuse sous ténophobie. Il ne faut pas oublier de dépister de façon systématique l'apparition d'un carcinome hépatocellulaire. Quelle est la durée du traitement et est-ce qu'on peut arrêter le traitement? Chez les malades ayant une hépatite chronique B antigène HBE positif, c'est la perte de l'antigène HBS qui détermine éventuellement l'arrêt du traitement. Cet arrêt peut être discuté chez les non-cirrhotiques en cas de séroconversion HBE avec un ADN indétectable et 12 mois, après 12 mois de traitement, après la séroconversion HBE. Chez les malades antigènes HBE négatifs, on peut envisager l'arrêt du traitement chez les malades non cirrhotiques et qui ont un ADN indétectable sous traitement pendant un minimum de 3 ans. En tout cas, dans tous les cas, il ne faut pas arrêter le traitement chez les malades qui ont une cirrhose décompensée. Il faut surveiller le malade par la détermination des alètes, le dosage des alètes et par une charge virale. La rémission virologique après 3 ans de traitement chez ces malades n'excède pas les 50%. Qu'en est-il maintenant des co-infections, notamment en cas de co-infection avec le virus de l'hépatite D? La prévalence de la co-infection VHB et VHD est autour de 8% à peu près. Le traitement repose sur l'interféron pégylé pendant 48 semaines et il ne faut pas hésiter à associer un analogue en cas de réplication du virus de l'hépatite B. En cas de co-infection virus de l'hépatite B et virus de l'hépatite C, il faut traiter l'hépatite C à action directe avec le risque de réactivation d'une hépatite B. C'est pour ça que chez les malades antigènes HBS positifs et qui sont sous antiviraux à action directe pour le traitement d'une hépatite C virémique, il faut une prophylaxie par les analogues à poursuivre 12 semaines après l'arrêt de ces antiviraux à action directe. Et chez les malades antigènes HBS négatifs et qui ont un anticorps anti-HPC et qui sont sous antiviraux, il faut surveiller les alètes pour rechercher ou dépister une réactivation virale B. En cas de co-infection VHB et VIH, la prévalence en Tunisie est autour de 7 à 8%. Nous avons à notre disposition 3 molécules
qu'on utilise de façon courante pour le traitement de l'infection à VIH, qui sont actives sur le virus de l'hépatite B, ce sont la lamivudine, l'anthracycline et le tenofovir. L'association tenofovir-anthracycline est utilisée actuellement en première intention dans la prise en charge des patients infectés par le VIH, a fortiori s'il y a une infection par le virus de l'hépatite B. En cas de contre-indication de ces deux molécules, il ne faut pas hésiter à associer aux antirétroviraux l'entecavir, avec une surveillance clinique rapprochée pour dépister un éventuel risque. Et cette surveillance doit être également biologique. Chez la femme enceinte, il faut idéalement, avant la grossesse, dépister l'hépatite B, et chez les malades qui ne sont pas vaccinés, il faut encourager la vaccination pour protéger la mère. En tout cas, chez une femme infectée par le virus de l'hépatite B, il faut retarder le traitement lorsque la fibrose n'est pas à un stade avancé. Sinon, il faut utiliser l'entecavir, il faut utiliser le tenofovir, car l'entecavir est contre-indiqué pendant la grossesse. Il faut envisager également, chez la femme enceinte, à partir de la 24e ou 28e semaine, en cas de forte virémie, une prophylaxie par le tenofovir, ou alors, lorsqu'il y a une antigénémie très élevée, à utiliser, à poursuivre également pendant un an, ceci afin d'éviter la transmission materno-fétale. La césarienne est à considérer chez les femmes hautement virémiques à terme, avec un ADN au-delà de 200 000 unités internationales. Chez ces parturientes, l'allaitement reste autorisé. Chez l'enfant, l'hépatite B revêt chronique est rare et serait bénigne, avec une prévalence de la cirrhose de 1 à 5% des cas par an et l'apparition d'un carcinome dans de faibles proportions. Il faut encourager chez l'enfant la vaccination, même si on sait qu'à peu près 30% des enfants sont des mauvais répondeurs. L'entecavir et la lamivudine peuvent être utilisés chez les enfants âgés de plus de 2 ans. Avec l'entecavir, bien entendu, le risque d'apparition de résistance reste faible. Le tenofovir est utilisé chez les enfants âgés de plus de 12 ans et l'expérience montre que ce traitement reste efficace avec des durées variables, avec un recul de 1 à 4 ans. Même si ces molécules, comme la lamivudine par exemple, est utilisée au cours de l'infection par le VIH. Il y a certaines situations particulières, en particulier en cas d'insuffisance rénale. Dans ce cas, on utilise les mêmes recommandations que chez les malades non insuffisants rénaux, en privilégiant l'entecavir, car le tenofovir est contre-indiqué. En cas de transplantation rénale, là aussi, on utilise l'entecavir. Si on est en présence d'une hépatite aiguë sévère avec trouble de la coagulation, on utilise également les analogues, mais de façon précoce. Et lorsqu'on envisage, malgré tout, une transplantation hépatique, on associe aux analogues l'immunoglobuline anti-HBs. Et chez les malades qui sont antigènes HBs négatifs, mais si le donneur est anti-HBC positif, là, on recommande une prophylaxie à vie par les analogues. Voici ce que j'avais à vous dire concernant les différentes recommandations tunisiennes. Je dois remercier tous les membres de la Société tunisienne de gastro-entérologie, de la Société tunisienne de pathologie infectieuse et d'autres collègues, notamment des pédiatres et des épidémiologistes qui nous ont fourni toute leur aide pour la rédaction de ces recommandations.
Je vous remercie pour votre attention. Donc, j'étais en train de vous remercier pour votre excellente présentation qui est très explicite, qui a bien résumé le consensus et qui a montré le labeur de plusieurs sociétés qui ont collaboré, plusieurs médecins, plusieurs spécialités qui ont collaboré pour donner ce résultat final. Nous allons avoir quelques petites questions et peut-être parler de l'expérience tunisienne. Une des premières questions que nous avons est quel est l'intérêt de la surveillance histologique sous analogue? Oui, l'intérêt en fait c'est de dépister éventuellement l'apparition de carcinomes hépatocellulaires, hein, parce que l'utilisation de l'analogue n'exclut pas au cours du temps l'apparition de lésions carcinomateuses. C'est ça l'intérêt. D'accord. Sinon, concernant l'expérience tunisienne, donc nous avons dit qu'on pouvait traiter par interféron pégylé, qu'en Tunisie nous avons certains analogues et pas d'autres. Je voulais que l'on puisse donner un aperçu de ce qui se passe en Tunisie. Quelle est grosso modo la proportion de personnes qui restent toujours sous interféron, quels sont ceux sous analogues et quelle est l'évolution sous ces différents traitements? Est-ce qu'on a eu des arrêts, par exemple, à cause de contre-indications ou d'effets indésirables plutôt sous interféron pégylé? Et est-ce que sous analogue, on a eu de bonnes évolutions? Est-ce qu'on a eu, par exemple, souvent des séroconversions anti-HBS? Donc, quelle est un peu notre expérience tunisienne avec ces thérapeutiques? Oui, alors je dois vous dire que on utilise de moins en moins l'interféron, hein. On est beaucoup plus maintenant dans l'utilisation des analogues. Et en Tunisie, et le problème de l'interféron, comme vous l'avez si bien dit, c'est la tolérance. Et c'est le fait, bien entendu, de s'injecter toutes les semaines. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui limite l'utilisation de l'interféron. Et on est de plus en plus dans l'utilisation des analogues et comme tu le sais très certainement, nous sommes limités un peu par ces analogues puisqu'on utilise surtout ou presque exclusivement l'antécavir, puisque on n'a pas malheureusement accès maintenant au tenofovir dans cette indication, même si on l'utilise, comme tu le sais, pour l'infection rétrovirale. Globalement, on est dans les 7 à 8% de séroconversion antigène HBS actuellement. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. J'espère, là, on a fait des recommandations et tu étais avec nous. Ces recommandations-là sont très optimistes parce qu'on a mis des choses, en fait, aussi pour essayer d'amener les décideurs à suivre ces recommandations, pour être en phase avec ce qui se passe. C'est une aberration pour moi que le tenofovir ne soit pas dans l'arsenal thérapeutique actuel pour le traitement de l'hépatite B chronique parce que ça rend d'énormes services. Et c'est une molécule qui est également bien tolérée globalement. C'est un non-sens que de ne pas pouvoir utiliser les dosages quantitatifs, par exemple, de l'antigène HBS. C'est également un frein concernant le fait qu'on ne peut pas actuellement dépister les résistances aux différents analogues. Donc tout ça, on l'a mis dans les recommandations pour essayer quand même d'être en phase avec ce qui se passe pour la prise en charge de l'hépatite B chronique. Notamment sous analogue. Concernant l'arrêt du traitement, il y a parfois certaines controverses concernant les critères pour arrêter un traitement. On n'est pas toujours à l'aise. Alors, parmi les questions que l'on a, par exemple, ici, on nous demande si on trouve un antigène HBS négatif, donc une clairance de l'antigène HBS, alors qu'il était positif. Est-ce qu'on arrête le traitement? Donc, on vous repose la question concernant l'arrêt du traitement, les critères d'arrêt du traitement. Je pense qu'ici, c'est sous analogue que la question est sous-entendue. C'est sous analogue, bien entendu. Il y a plusieurs situations. Et là, quand il y a une séroconversion, c'est à ce moment-là qu'on pense arrêter le traitement. S'il n'y a pas de séroconversion, il n'est pas question d'arrêter le traitement. Et même quand il y a séroconversion, il faut poursuivre le traitement pendant au moins 1 an chez les malades antigènes HBE positifs.
Vous avez eu beaucoup d'arrêts de traitement en pratique, et est-ce que l'évolution a été rassurante pour tout le monde? Est-ce qu'on n'a pas été parfois obligé de reprendre un traitement chez des personnes qui ont arrêté leur traitement, dans l'expérience tunisienne ou dans la vôtre? Dans la mienne, je n'ai pas dû reprendre le traitement. Maintenant, il faut voir sur le plan national avec nos amis gastro-entérologues qui voient en fait beaucoup plus de malades que nous, à Tunis en tout cas. Mais je n'ai pas eu cette impression-là quand on a fait les recommandations. J'aurais peut-être une question concernant le traitement préemptif en hématocarcinologie. Oui. Qu'en est-il? Alors, vous savez que chez les malades qui sont sous chimiothérapie, quelle que soit la chimiothérapie, il y a un risque de réactivation virale B. Et ce risque est divisé en 3 catégories en gros. Il y a le faible risque, moins de 1%, risque intermédiaire ou modéré entre 1 et 10%, et des patients qui ont un haut risque de réactivation au-delà de 10%. Et cette réactivation, elle dépend en fait de la thérapie, du traitement qu'on administre. Par exemple, les corticoïdes à forte dose, les anti-lymphocytes B, l'utilisation d'anthracycline donne un risque élevé de réactivation virale B. Et donc, dans cette population-là, tout dépend du risque. Donc, pour cette population où le risque est élevé, ou même pour les malades chez qui on utilise les anti-TNF, comme l'étanercept et autres, où le risque est modéré, il est licite là d'utiliser les analogues en association pour éviter justement cette réactivation. Et ces analogues, si on va les utiliser, il est recommandé de les donner au moins 1 an après, justement la fin de cette chimiothérapie. Bonsoir, docteur Kileni. Bonsoir, Chaki. Alors, j'aurais en fait 2 petites remarques qui ne. La première remarque concerne les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui ont une immunotolérance, donc moins de 30 ans, forte charge virale, aucune anomalie biologique ou échographique, et qui ont une forte charge virale. Donc, on est censé mettre de traitement, vérifier la charge virale, mais on a toujours du mal à réarrêter le traitement après l'accouchement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça. Et puis la deuxième question, c'est une question en fin de compte à tous les infectiologues peut-être et les internistes. Est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend les précautions nécessaires dans la prescription d'une forte dose de corticoïdes réellement face à la réactivation de l'hépatite B, ou avec ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment un risque si minime qu'il ne faut pas le prendre en considération? Alors, concernant la première question, tu as raison de soulever ce problème qui est légitime, et je pense que pour ces femmes enceintes, ça dépend aussi d'un critère important qui est le degré de fibrose. Si la fibrose est importante, à ce moment-là, ça devient une indication pour poursuivre le traitement. C'est mon avis personnel. Deuxièmement, concernant la deuxième question, c'est vrai que dans notre pratique, nous, infectiologues, dans notre pratique de tous les jours, on ne fait pas systématiquement la recherche de l'antigène HBs. Peut-être parce que la prévalence n'est pas très très élevée, mais en tout cas, je ne sais pas si nos collègues internistes le font de façon systématique, mais quand on a, nous, des malades, en fait, lorsqu'on utilise des corticoïdes à dose élevée, ce n'est jamais pour une longue période. Donc, peut-être que le problème ne se pose pas de la même façon que pour des pathologies inflammatoires ou des vascularites
là où on va donner des corticoïdes de façon plus prolongée. En infectiologie, les corticoïdes, comme tu le sais, la durée, ça ne dépasse pas un mois à forte dose, ensuite on diminue rapidement. C'est peut-être pas le cas pour des pathologies de médecine interne comme des vasculaires. Il y a une autre question, toujours concernant l'arrêt du traitement après l'arrêt de l'entecavir, après une séroconversion S, mais chez un immunodéprimé. Est-ce qu'il y a un risque chez un immunodéprimé? Arrêter le traitement après 2 ans, après une séroconversion S? Ça dépend de l'immunodépression. Est-ce que le malade est-ce qu'il reçoit un traitement ou est-ce qu'il ne reçoit pas de traitement immunosuppressif? S'il reçoit un traitement, il faut continuer. 1 an, il faut l'arrêter que 1 an après la fin du traitement de cette immunodépression. Donc, merci, Dr Kileni, pour la clarté de ta présentation, pour les réponses. C'est moi. Donc, on attend. Merci beaucoup et bon courage.